Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur la mode. Mais non pas d'une décennie, de 2 décennies, ou voire d'un siècle, de 2 siècles, mais bien de 1000 ans. Aujourd'hui, la mode au Moyen-Âge. Commençons tout de suite par le truc un peu sympathique de cette vidéo, c'est qu'au niveau des sources, j'avoue que la période a été tellement large que Wikipédia m'a sauvé la vie, surtout pour ce qui est de la période avant le XIIIe siècle. Donc n'hésitez pas à me corriger si je fais des erreurs, car on sait jamais, il y a peut-être des modistes parmi vous. Comme je sais que ça court pas les rues, je me sens plus en sécurité intellectuelle du coup. Donc pour le contexte, le début du Moyen-Âge, c'est un peu le bordel. Donc situons-le à peu près à 400, comme ça c'est réglé. À cette époque, les barbares, ou plutôt les peuples étrangers venus du nord et de l'est en Europe, se disent tiens, si on débarquait en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Et donc la mode a suivi ces différents peuples, comprenant francs, anglo-saxons, visigoths, ostrogoths, etc. Comme j'ai la flemme, on ne va pas tout détailler, mais ce que l'homme du Moyen-Âge va retenir de ces immigrations, c'est la tunique et la ceinture, tandis que les personnes romanisées reprennent ce qui avait été fait par les Romains, avec des tuniques plus longues allant en dessous du genou, parfois même jusqu'aux chevilles. Les longues tuniques étaient surtout portées par les plus riches, ce qui leur permettait de montrer leur influence. Ils pouvaient également porter des sortes de pantalons s'apparentant aux braies, qui sont des bouts de tissu attachés. Oui, c'est tout con, mais il faut savoir que ces braies ont été utilisés dès la période gauloise et au-delà même du Moyen-Âge. Indémodable le machin. S'il fait froid, ils ont un manteau, bien sûr, qui était maintenu par des fibules, objets que l'on retrouve en grande quantité à cette période et qui peuvent être très richement décorés, comme la fibule de Tara, qui est une fibule anglo-saxonne du 7e-8e siècle. Mais on porte aussi des broches, des bagues, bref, tout plein de jolis bijoux hérités du savoir-faire des peuples dits barbares en matière d'orfèvrerie. Pour les femmes, on garde la base, c'est-à-dire la tunique en forme tubulaire qui s'apparente au péplos antique puisqu'attachée aux épaules. Oh bah, occasion trop belle pour voir ma vidéo sur la mode en Grèce antique, dis donc. Wink wink. À partir de 500, les femmes suivent l'exemple masculin en portant une tunique ainsi qu'un manteau fermé sur le devant par des broches, donc pratique de riche quoi. Et c'est tout. Et oui, puisque les gens riches pouvaient se faire incinérer à cette époque et l'archéologie n'a gardé que peu de traces. Et puis ça va être très longtemps comme ça. La seule petite nouveauté malgré tout au XIIe siècle, c'est le bliot, qui est pas vraiment une nouveauté puisqu'il s'agit d'une tunique, encore, avec une ceinture et des manches extrêmement serrées des épaules jusqu'au coude. Parlons maintenant du XIIIe siècle, une période marquée par la valeur esthétique de l'apparence extérieure, notamment chez les riches, ainsi que de la multiplication des représentations du travail des paysans et du monde de la noblesse. Donc on va faire 2 catégories, les riches et les paysans. Sur cette chaîne, c'est toujours l'originalité qui prime. Originalité pas du tout caractéristique des paysans, puisque eux s'en foutent un peu des fringues. Alors de l'époque gauloise jusqu'au milieu du 15e siècle, c'est toujours pareil. Bray, cape courte à capuchon, tunique jusqu'aux genoux. Le bliot devient une cotte à cette période, une chemise avec des manches à angle droit, qui sera longue pour les riches et restera courte pour les travailleurs. Quand il fait froid, pas de manteau en fourrure, mais plutôt une seconde tunique à manches et des chaussures hautes qui se substituent aux chausses habituelles. On fait comme on peut. Quand il fait chaud, les chapeaux sont sortis. Et là, il y a du choix. Cale de toile, chaperon, chapeau de paille, bonnet en feutre. La mode médiévale vous offre un large choix de couvre-chefs qui raviront les dures journées de labeur où vous serez corps et âme pour une terre qui n'est pas vraiment la vôtre. Pour ce qui est des femmes, on a la chemise sans bray car être à poil, c'est vachement mieux. Sinon, elles peuvent porter un bandeau de toile sur la chemise pour maintenir la poitrine. Elles portent également les chausses, le bliot, le pelisson quand il fait froid et différents chapeaux quand il fait chaud, comme un grand carré de toile noué ou un chaperon ouvert sur le devant. Le tout est fait en toile de chanvre, solide et peu cher, et pour les plus aisés, les étoffes se colorent et on y ajoute des bijoux bien évidemment. Oh bah, les couleurs, mais quelle belle occasion de voir ma vidéo sur la mode en Égypte antique. Wink wink. Tu es obligé d'en faire des caisses comme ça. Oui bah écoute, on est bien moins référencé, donc moi je fais ce que je peux pour publiciter les vidéos. Chez les nobles, on garde le bliot, ou la cotte, qui s'élargit au XIIIe siècle et se raccourcit au XIVe siècle. Au même moment apparaît le surcot, serré par une ceinture, et la cape, indispensable pour les nobles, et remplacée au XIIIe siècle par le garde-corps, un manteau à capuchon.
Au XIVe siècle, ce sera la houppelande. Au XVe siècle, les robes ne sont plus ceinturées, les épaules sont étoffées pour donner l'impression d'un torse carré et le col s'élargit. Vous allez me dire que c'est pas très folichon tout ça. Mais il y a un truc que les hommes ont et qui pète la classe, c'est les chaussures à poulaine. Ces très longues chaussures que l'on a tous en tête quand on pense au Moyen-Âge, ou aux visiteurs au choix, et qui, plus sont longues, plus reflètent le statut social. Pour les femmes, même chose, le bliot, le surcot, le manteau qui est en demi-cercle, mais aussi la cotardie, un costume long porté sans ceinture et des manches larges, qui sont comme les chaussures à poulaine, des indispensables à notre imaginaire collectif. Ah non? Et si je vous dis Guenièvre de Kaamelott? Et là, plusieurs ont fait oui de la tête. Et vous? Je vous aime bien. Au XIIe et XIIIe siècle, c'est aussi les coiffures qui se diversifient. Généralement, il s'agit d'un grand voile qui cache complètement la tête et les cheveux, souvent tressés. Mais on a aussi la guimpe, la crépine, qui sert surtout à retenir les cheveux, la barbette, une sorte de résille, le gorget qui se porte sous la robe, le bourrelet, rouleau rembourré posé sur la résille, ou la coiffe, tout simplement. Au XIVe siècle, la chevelure se dégage et ne porte qu'un voile léger, et la guimpe n'est alors portée que par les veuves et les religieuses. Au XVe siècle, elle se transforme par l'ajout de cornes sur le côté pour étirer la silhouette. Maintenant que nous avons fait le tour, parlons de la symbolique des couleurs au Moyen-Âge. Oh écoute, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Les personnes riches du Moyen-Âge portent des couleurs vives, telles que le vert, le bleu, le pourpre ou le rouge. Ce dernier, c'est la couleur préférée des riches. Un rouge écarlate, c'est le prestige et la richesse. Le bleu, c'est la couleur de la Vierge, mais aussi celle de la royauté à partir du XIIe siècle. Le bleu va d'ailleurs peu à peu être le favori et prendre la place du rouge. Mais on a aussi le jaune, le blanc et le noir, bien sûr. Mais il faut faire gaffe à ce que vous portez. Moi par exemple, j'aime beaucoup porter le noir, mais à l'époque, le noir peut désigner les misérables et les infirmes. Oui, rien que ça. Vous allez me dire que c'est un peu con et que vous auriez plutôt pensé au deuil. Et non, on préférait plutôt le bleu. La mode du noir n'apparaît qu'au XVe siècle, donc très tardivement. Le noir est en fait très difficile à obtenir, et c'est pour cette raison que les gens ne l'aiment pas trop. Alors certes, il est apprécié pour l'image de modestie et d'humilité qu'il renvoie, mais il est moins ce qu'il renvoie aux ténèbres et au diable, et donc aussi à la mort. Le rouge est porté par les riches, mais symbolise aussi les bourreaux et les prostituées. Le jaune se porte aussi, mais chez les autres, c'est la couleur de la trahison, car rappelle en fait la rousseur de Judas, qui est un personnage pas trop apprécié par les médiévaux, puisqu'il a dénoncé le Christ aux Romains. Le vert, lui, s'associe aux musiciens, aux jongleurs. Tout ça peut être coupé, écartelé, facé, épalé. Bon, vous venez sûrement de ne rien comprendre à ce que je viens de dire, c'est normal, vous n'avez pas mon habilité à lire les armoiries. Et oui, car les armoiries du Moyen-Âge, on oublie un peu trop souvent, mais elles sont extrêmement importantes dans l'imagerie médiévale. C'est l'équivalent aujourd'hui de la carte d'identité ou du mur Facebook. Par exemple, Louis XI, écartelé au 1 et 4 d'azur aux 3 fleurs de lys d'or et au 2 et 3 d'or au dauphin, d'azur et de gueule. Et non, je n'ai pas triché, vous ne connaissez pas mon skill pour décrire les armoiries, c'est cadeau. Bref, tout ça pour dire que les couleurs au Moyen-Âge, c'est vachement important. D'une part parce qu'elles ne sont pas toujours faciles à fabriquer, mais aussi parce qu'elles revêtent des symboliques particulières qui ont changé évidemment de nos jours. Même si au Moyen-Âge on ne peut pas vraiment parler de mode comme au siècle suivant, elle est une belle période de transition et très riche puisqu'elle profite de l'héritage de l'Antiquité et des immigrations barbares, et en même temps elle pose des bases pour ce que deviendra la mode à la Renaissance, même si cette dernière a quand même des différences flagrantes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon bah voilà, il n'y a plus d'écran de fin et de la musique, je suis désolée, maintenant ça va être ma gueule, puisque vous avez compris que YouTube et le référencement, bon ça va pas aller pour les prochains mois, donc évidemment je vais être obligée de vous rappeler que vous abonner, partager, liker, commenter, c'est extrêmement important, que ce soit pour le référencement ou juste pour avoir vos retours, ce qui est aussi important. N'hésitez pas aussi à regarder ma dernière vidéo juste là qui est sur Léonard de Vinci, mon autre vidéo qui est ma dernière vidéo sur la mode sur la Grèce antique, également à aller voir la chaîne de Sens Culture dont je vous ai déjà parlé puisque j'ai fait une autre vidéo sur le jugement dernier de Michel-Ange cette fois-ci, et j'espère que ce remake vous aura plu puisqu'il s'agit du dernier remake de ma série de refaire des remakes tout simplement, puisque après bon ça suffit, je vais pas refaire toutes mes vidéos non plus Donc voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.